Alors maintenant, on passe la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, il y en a certainement. Qui veut commencer? Est-ce qu'il y a un micro qui se promène? Le micro est là. Est-ce que quelqu'un peut peut-être le faire passer? Oui, j'avais vu une main. Oui, mademoiselle. Bonjour, doctorante à l'Université de Lausanne. Je me demandais pour monsieur Boisdenguien, pardon pour la prononciation, donc, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus le genre de relation qui est établie au travers des contrats que vous avez avec les petits paysans? Surtout, je me demandais si ça ne créait pas une relation de dépendance, dans le sens où si ils passent d'une agriculture vivrière à une monoculture d'huile de palme, si vous décidez de ne plus leur acheter leur huile de palme, qu'est-ce qui se passe? Aussi en termes de souveraineté alimentaire pour un pays, si tout le monde se met à produire de l'huile de palme et à importer les matières, l'alimentation de base. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les contrats? Ensuite, je me demandais aussi par rapport aux 50% dont vous nous avez parlé d'huile de palme qui est produite par les petits paysans. Combien de pourcents est produit par des paysans indépendants et combien par des paysans sous contrat? Et puis finalement, sur les 130 critères du RSPO, finalement, c'est qui les fixe? Parce que oui, on veut nous faire croire que ça a été décidé à chaque échelon de la chaîne de valeur, mais est-ce qu'un petit producteur pèse vraiment la même chose à la table des négociations que vous? Et finalement, est-ce que les coûts de mise en place, ce n'est pas justement les producteurs qui les subissent? Bon, ce sont des questions fondamentales, donc on peut peut-être commencer par répondre à ces questions-là avant de prendre encore une autre. Alors peut-être Pierre. Oui. Bon, les relations avec les petits planteurs, il faut bien vous rendre compte qu'on ne plante pas des palmiers comme ça du jour au lendemain. Et en général, ce sont des projets qui sont financés par des grandes banques de développement. Je peux vous donner le nom, la DEG, l'AFD, la Banque mondiale, etc. Historiquement, c'est comme ça. Donc, vous avez ce qu'on appelle un nucléus, c'est-à-dire une plantation agro-industrielle qui s'installe, et on fait un programme petit planteur aux alentours de la plantation agro-industrielle. Le nucléus possède l'huilerie qui usine autant de tonnes de régime par heure, et on a des contrats. Donc ces petits planteurs, on les aide à installer leur plantation, donc en général 5 hectares, parce qu'au-delà, c'est pas possible à gérer seul. Donc ils signent un contrat avec le bailleur de fonds. Enfin, c'est historique parce qu'il y a beaucoup de projets actuellement dans ce sens-là. C'était la Banque mondiale qui faisait beaucoup. Ils signent un contrat, on installe la plantation chez eux, donc en dehors de la concession agro-industrielle, donc sur leur plantation, sur leur terre ancestrale. Ils ont des aides techniques, on leur donne les plants qui sont sélectionnés. Enfin, je peux rentrer dans les détails, mais enfin, il faut que ce soit une variété Ténéra, résistante aux maladies, Fusarium, Ganoderma, etc. Donc on leur fournit les plantes, on leur explique comment mener la plantation, les entretiens, on leur fournit des outils. Et ils ont une dette virtuelle. Ils ne vont pas devoir la payer. Mais à chaque livraison de régime, de fruits, il va y avoir une déduction pour payer ce qu'on a mis en place. Que ce soit durable et viable, bien entendu. Et quand les prix diminuent, le remboursement diminue aussi. Donc ça, c'est tout ça. Il y a des barèmes. On ne va jamais descendre en dessous d'un certain niveau. Et la personne rembourse sur 25 ans. Donc, une installation d'une plantation de palmier à huile, on considère que c'est $2000 à l'hectare. $2000 fois 5 hectares, $10 000 sur 25 ans. Faites le calcul. Avec un revenu qui peut s'établir entre 1000 et 2000 dollars par hectare par an. Donc, c'est vivable. Mais s'il faut étaler, et on a des exemples, il y a même des moments où on a abandonné les dettes, entre guillemets. Donc, voilà comment ces gens nous remboursent. Enfin, vous remboursent le bailleur de fonds, parce que c'est rarement sur nos fonds propres.
Et ils ont une obligation, entre guillemets, d'être honnêtes et de venir nous livrer les régimes. Bien entendu, c'est pas comme si c'était un produit exceptionnel dans la région. Il y a, entre guillemets, du coulage. Hein. Donc la personne se nourrit avec cette huile. Rien n'empêche d'aller vendre, faire son petit malaxeur indépendant et d'aller vendre à l'extérieur. Bon, c'est le deal, tant pis. Il y a des moments où on ne se fait pas rembourser. Ben voilà. On ne va pas les mettre en prison non plus, ça ne s'est jamais passé. Les 130 critères, donc, ça va, ça répond ou bien parce que il y a 3 questions quand même, ouais. Oui. Puis, on a d'autres questions aussi à prendre. Donc. Oui, donc les 130 critères, effectivement, ça a été initié par des grands groupes. Donc notre filiale indonésienne avait été membre fondateur de RSPO. C'est assez complet quand même, ces 130 critères. C'est pas facile. Ça touche aux 3 piliers de la durabilité, donc l'économique, le social et l'environnemental. L'économique, c'est un critère. Vous voyez, c'est vraiment le dernier des critères. L'environnemental, enfin, il y en a quand même pas mal. La transparence, le social. Donc tous les autres critères touchent les deux autres piliers de la durabilité. Les petits planteurs, oui, ils ont un impact, mais c'est dans le cadre du fédération. Fédération des petits planteurs malais, indonésiens. J'ai eu le malheur entre guillemets, ou plutôt le bonheur d'aller à Bangkok la semaine dernière pour la table ronde de la RSPO. Il y avait mes 2 collègues ivoiriens qui représentaient les petits planteurs ivoiriens. Les malheureux étaient perdus, ils ne comprenaient pas l'anglais. Voilà. Et ils étaient là assis sur une table, malheureux. Ils n'ont pas pu avancer, ils n'ont pas pu faire entendre leur voix. Oui, il y a encore du travail à faire et il faut porter la parole de l'Afrique là-bas. Il y a encore du boulot, c'est pas fini. Ouais. Oui. On ne va pas faire trop long, on va prendre. Non, pardon, excusez-moi. Denis qui voulait répondre. Oui, vas-y. Ah, il a répondu. Oui. Quelqu'un d'autre voulait répondre à cette question? Elle avait demandé, mademoiselle avait demandé combien il y a de proportion de petits producteurs indépendants. Moi, je dirais à peu près, je pense, à peu près 20%. 20% de l'huile de palme totale est produite par des gens qui sont vraiment indépendants. Les autres, les 30%, c'est des contractuels. J'ai des chiffres précis que pour l'Indonésie. L'Indonésie, c'est 50%, c'est des grands producteurs. 25% c'est des petits producteurs dépendants et 25% des petits producteurs indépendants. Par contre, dans d'autres pays, c'est un peu plus différent. Par exemple, en Thaïlande, il y a beaucoup plus de producteurs qui sont fédérés de manière indépendante parce qu'ils ont été aidés par l'État. Donc voilà, ça dépend un peu de la situation de pays. Mais par exemple, la Malaisie, par contre, là, il y a des grands schémas très encadrés et là où on a des très grands producteurs, ou alors on a en effet des petits producteurs, mais qui sont à ce moment-là vraiment fédérés par l'État. FELDA, c'est finalement l'État malaisien qui va aider ces petits producteurs. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question? J'avais vu des mains tout à l'heure. Monsieur l'ambassadeur. Nous sommes à la 2e édition et nous constatons que l'intérêt est grand parce que l'huile de palme est un produit que je qualifierais de complet. Le titre qui a été donné à la table ronde, l'huile de palme, un danger pour les producteurs ou les paysans d'ici et d'ailleurs, nous pensons que nous devrons revoir l'intitulé à la 3e édition parce que le potentiel que l'huile de palme présente est très grand. On peut gérer les autres aspects de durabilité, que ce soit économique, environnemental ou social, et continuer à travailler pour améliorer les résultats et surtout impliquer le petit monde, les petits producteurs dans la chaîne de valeur. Je voudrais recommander que nous continuions à déployer les efforts au niveau de tous les secteurs de la chaîne des valeurs et que nous contribuions à utiliser cette filière comme une filière ayant un grand potentiel et cela bénéficierait à la fois pour les gens de la zone tropicale comme pour ceux de la zone tempérée. Parce que le monde est un, nous sommes dans un village planétaire et on peut multiplier les opportunités qui se présentent.
je ne sais pas si la délégation de la Malaisie est dans la salle, parce que la mission, l'ambassade du Bénin a essayé de relayer le message et j'ai été appelé par nos collègues de la mission de Malaisie qui voudraient être ici, mais ils n'ont pas pu s'enregistrer à temps. On avait atteint les 100 sièges et moi-même j'ai dû appeler Lausanne et j'ai dû forcer un peu, mais ils n'ont pas pu continuer ce forcing. Donc l'année prochaine, je pense que la Malaisie sera là et je vous réitère nos félicitations et je suggère que nous continuions nos travaux. J'ai juste deux aspects. L'un, c'est qu'on continue à creuser pour savoir si, en termes de durabilité, pour la sécurité alimentaire et l'apport en termes de calories, si l'huile de palme maintient les valeurs nutritives que nous le reconnaissons. Deuxième chose, la sécurité foncière. Monsieur a dit que c'est 25 ans avant de commencer par récolter. Mais avec la recherche agronomique, je pense que... Ah, c'est 5. Ah, voilà, donc j'avais mal capté. Ouais. Donc ça me rassure. Dans 25 ans. Ça me rassure. Ouais. Sinon, ça serait un peu long. Hein. Voilà, c'est un peu long. C'est presque une génération. Donc merci beaucoup et nous continuerons à suivre ensemble les résultats dans tous les secteurs d'activité, les économistes, les chercheurs, les services financiers. Et ça, c'est un aspect important que je voulais souligner. Au niveau des communautés rurales, il faudrait que les paysans aient accès aux ressources financières pour accroître les résultats. Je vous remercie. Merci à vous. Ouh là là, désolé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Oui, je vois une main là derrière. Mais sinon, vous venez devant. Ouais. Il me semble qu'il y a un aspect qui a été complètement abordé dans la thématique, c'est l'impact de l'huile de palme sur la santé du consommateur. En venant ici, j'ai une vision un peu réductrice du sujet, mais je m'étais dit, bon, ce que je sais de l'huile de palme, c'est que c'est riche en acides gras saturés, et puis l'industrie alimentaire en met partout parce que c'est bon marché. Alors, est-ce que dans le panel, quelqu'un a l'expertise pour me prouver Oui. Un élément de réponse. Ouais. Un élément de réponse. Pourquoi Givaudan utilise encore une fois plutôt des dérivés d'huile de palme, hein. C'est pas parce que c'est bon marché. C'est parce que en fait, encore une fois, la caractéristique en particulier du palmiste, donc on utilise principalement, mais c'est aussi vrai pour le palme, c'est que, comme vous l'avez dit, ce sont des chaînes de carbone saturées qui sont suffisamment longues, hein, typiquement en majorité du 16 carbone, et donc ça permet de faire beaucoup de chimie dessus, hein. Donc les chimistes européens utilisent cette base pour faire ensuite des molécules. L'alternative, c'est certainement pas le colza ou le tournesol, c'est le pétrole. Donc ça, c'est le premier point sur la raison d'utiliser du palme, c'est pas le prix. Ensuite, sur la santé, je suis pas spécialiste, j'ai juste un bon sens paysan qui dit qu'une bonne santé, c'est une nourriture équilibrée, hein. Donc, en fait, le palme, comme le beurre ou les autres matières grasses, c'est l'excès qui pose problème. Je crois que Pierre, peut-être, a une idée sur l'impact sur la santé. Oui, mais la première chose, oui, c'est un lipide, donc il faut être raisonnable dans les consommations de lipides. On a tous besoin, entre parenthèses, hein, et si ça produit du cholestérol, c'est pas mauvais non plus, puisque notre stock de cholestérol se trouve au niveau de la myéline dans nos neurones. Donc c'est pas mauvais d'avoir un peu de cholestérol. Bon, acide gras saturé 50%, oui, mais beaucoup moins que dans une huile de copra ou dans du beurre de cacao. Ça reste une huile végétale, une graisse végétale, puisqu'elle est solide à température ambiante. Donc ça reste quand même toujours meilleur. Et je suis désolé, j'aime beaucoup le beurre, mais si on veut regarder au niveau sanitaire, c'est meilleur que le beurre. Ne me tapez pas, j'adore le beurre. Brut, énormément de quantité de vitamine A, de vitamine E, les antioxydants,
Vitamine A, c'est la seule source de vitamine A de toute la population africaine. Il ne faut pas oublier. Donc vitamine A, c'est ce qui donne la couleur rouge. Vitamine E, antioxydant. Et aussi, dans la processus, c'est une huile qui est solide à température ambiante, donc c'est une graisse végétale. Elle ne contient pas d'acides gras trans qui sont cancérigènes. Donc les acides gras trans, ils se forment quand on hydrogénise une huile autre, colza, tournesol, soja, des huiles liquides qu'on veut rendre solides. Il faut les hydrogéner et ça crée des acides gras trans. Merci. Est-ce que Valentina a la même opinion? Non, mais en fait, justement, quand on a fait cette coalition, cette plateforme sur la question de l'huile de palme et de l'accord de libre-échange avec la Malaisie, si la Fédération romande des consommateurs s'est associée à cette plateforme, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que l'huile de colza, c'est une huile de colza qui est, en termes nutritionnels, nettement meilleure que l'huile de palme. Elle est nettement meilleure parce qu'elle est riche en acides gras insaturés, que justement en Suisse notamment on a développé certaines variétés qui permettent justement d'utiliser ou bien de l'huile pressée à froid ou bien de l'huile raffinée suivant les utilisations, ou le colza whole qu'on utilise là dans l'industrie pour chauffer, disons, très fort cette huile sans qu'elle ait d'effets négatifs sur la santé. L'huile de colza est riche en oméga 3, en oméga 6, en vitamine E. Et ce n'est pas du tout le cas, en tout cas pas du tout dans les mêmes quantités, dans les mêmes proportions avec l'huile de palme. Donc c'est vrai que la Fédération romande des consommateurs s'est associée à nous par rapport aussi à cette problématique-là de ce qu'ils ont aussi appelé, ce qu'on appelle un peu les huiles cachées. Donc maintenant, depuis cette année, il y a une indication obligatoire, ou c'est peut-être janvier 2017, je ne sais plus si c'était 2016 ou 2017, maintenant sur les produits, il doit être indiqué si c'est de l'huile de palme, pas seulement de l'huile végétale, mais avant c'est des produits cachés, en fait, on les a partout, et puis c'était aussi dans ce souci-là de se dire, ben voilà, il y a quand même des huiles, l'huile de colza étant la seule qui est dans la pyramide alimentaire de l'association de nutrition suisse, dit, ben voilà, il faut aussi encourager ces produits locaux quand ils sont justement d'une qualité supérieure à l'huile de palme. Oui, Je vais juste dire un petit la question de la santé, très vite, un petit truc sur la santé très vite. On parle beaucoup de la santé avec l'huile de palme. Pour moi, aujourd'hui, c'est très difficile de remplacer l'huile de palme par une autre graisse végétale dans les applications industrielles. Vous allez tous chez la Migros, vous allez tous chez la Coop, vous mangez tous des biscuits. Alors on peut faire tous les biscuits au beurre, on peut les faire à l'huile de palme, l'impact sera le même. Il faut juste faire attention à ne pas consommer trop d'une certaine graisse par jour. Mais l'huile de palme a la propriété d'être stable à froid. Et ça, c'est ce qui fait qu'elle est utilisée par les industriels. Notre alimentation est devenue plus industrielle avec le temps. Donc on ne peut pas comparer l'un pour l'autre. Deuxième chose, je voudrais juste challenger un petit peu la manière dont on produit le colza en Suisse. Néonicotinoïdes, fertilisants, pesticides, il y en a beaucoup plus par hectare et par an que dans l'huile de palme. L'huile de palme utilise beaucoup moins de pesticides et de fertilisants par hectare et par an qu'en Suisse. Aujourd'hui, on n'a plus d'abeilles, on a la consommation de miel qui a chuté de 2 en Suisse. C'est aussi parce qu'on a une agriculture très industrielle dans notre production du colza. Donc ça, c'est juste un petit point d'interrogation. Je serais intéressé de voir les résidus de pesticides dans les huiles végétales et dans les céréales suisses. Non. Merci. On va peut-être arrêter sur la question de la santé. Le monsieur avec le pull rouge. Oui. Il faut parler plus fort. Ah, peut-être que le micro marche maintenant. Regardez, voilà. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser une toute petite question au sujet de la santé du sol. Étant donné que l'huile de palme, pour obtenir l'huile de palme, et le terrain est occupé par une sorte de monoculture de palmiers. Et la monoculture, eh bien, ça bouffe tout ce qui est potasse, tout ce qu'on appelle potasse du sol, et ça ne laisse aucune place pour les autres cultures. Je me demande, est-ce que cette monoculture, dans l'avenir, ne va pas être aussi une entrave pour la consommation ou la sécurité alimentaire? Alors, avec tous les ingénieurs... Et puis une autre petite question au sujet de ceux qui parlent des entreprises. Oui, cette question de relation avec les entrepreneurs dans les pays du Sud,
Et j'aimerais savoir qui finance votre organisation. Alors, je vais répondre d'abord à cette Parce question. qu'elle est plus simple, elle est rapide celle-là. Nous, on est financé par les entreprises. Donc, on pense que c'est les entreprises qui sont à l'origine de pas mal de problèmes, et donc que c'est aussi à elles de résoudre et d'investir pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc, c'est pour ça qu'on est financé par les entreprises. On est très transparent sur nos projets, sur le travail qu'on fait avec elles. Ça, c'est publié sur notre site. Et la première question, c'était déjà sur... Non, peut-être sur le sol. Je voudrais juste dire un truc sur le sol. La monoculture, c'est certes pas du tout idéal. Et quand on voit les paysages en Indonésie où on a de l'huile de palme à perte de vue, c'est vraiment déprimant. On se dit qu'on a perdu énormément de diversité dans le paysage. J'espère que demain, la culture de l'huile de palme sera plus mélangée, plus agroforestière, parce que je ne pense pas que la monoculture soit viable. Il suffit qu'il y ait une maladie et c'est tous les arbres qui meurent d'un coup. Maintenant, sur le sol, si on compare le colza et encore une fois l'huile de palme, on a beaucoup moins de perturbations du sol, avec une plantation qui reste 25 ans. C'est un peu comme une forêt, on a moins de perturbations. Quand on laboure le sol chaque année, on perturbe et on détruit beaucoup plus le sol. Les quantités de fertilisants qui sont amenés sur les champs de colza ou les champs de blé en Suisse sont bien supérieures à celles qui sont amenées sur les champs de plantation. Merci beaucoup. Je crois que Pierre a quelque chose à dire sur la question des sols. Non? C'est déjà réglé? Non, tu as répondu, c'est parfait. C'est juste pour vous dire que en potassium, c'est exact, c'est l'élément le plus exporté dans une plantation de palmier à huile. Et on rajoute en général 1 kilo par je vais dire arbre aussi, alors que ce n'est pas un arbre, mais comme ça tout le monde comprend. On met 1 kg de KCl, donc de chlorure de potassium, par arbre par an, pour maintenir la fertilité du sol. Donc ça fait 143 kilos par hectare par an. Donc vous comparez, vous demandez au cultivateur près de chez vous combien il met pour le colza, et vous faites la comparaison, je suis tranquille, c'est au moins 5 fois plus. Oui. C'est la base de toute la production, de toutes les productions. Et quand on met une monoculture, eh bien, le fond arrête à disparaître. Alors, et oui. donc, c'est ça ma question. Ce n'est pas une question de comparaison entre le colza. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Donc 143 kilos. Donc le potassium, c'est juste pour maintenir la fertilité du sol. On est installé en Indonésie depuis 100 ans. On vient de terminer le 4e cycle de palmier à huile. Voilà, ça fait 4 cycles de 25 ans et on produit du palmier à huile sur la même terre. Parce qu'on recycle tous les déchets organiques, les déchets de fruits, les déchets de feuilles. On a une plante de couverture à base de légumineuses qui fixe l'azote dans le sol. Voilà, et donc qui garde la structure du sol. On rajoute un peu d'engrais minéral. La structure est maintenue. Voilà, et après 4 tours, on va commencer le 5e et on a toujours des bonnes productions. C'est étonnamment une plante qui n'abîme pas énormément. Merci beaucoup. J'ai vu encore une main, puis après, une ou deux mains, et après, on va passer à un petit cocktail. Donc, ne partez pas. Hein. Attendez, il y a tellement de mains. Oui, alors peut-être... Allez, le monsieur qui a déjà le micro à la main. Merci beaucoup. Et merci pour un excellent événement, très très bien organisé, et pour un panel aussi si informé, c'est incroyable. Nous avons discuté beaucoup ce soir au niveau des producteurs et aussi au niveau de l'alimentation. Mais comme professeur Wichert a dit, nous avons fait des recherches chez moi, c'est l'Institut international pour le développement durable, qui concerne la forte augmentation du niveau d'importation de l'huile de palme en Europe. Entre 2006 et 2012, c'est plus de 2 millions de tonnes, mais 80% de ça, c'est pour le transport. Et c'est nos polices, les polices qui concernent les subventions des producteurs les raffineries ici en Europe et aussi les mandats comme les B5, les B7 et toutes choses comme ça. Ça, c'est la raison pour l'augmentation si forte pour le demandeur. En effet, les demandeurs sont nous en Europe et peut-être que c'est plus important d'agir contre les demandes comme ça, ni au niveau du producteur et les standards très importants comme RSPO. Je voudrais comprendre un peu du panel de ça. Merci beaucoup. Denis?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, d'ailleurs, c'est un peu le problème. D'ailleurs, bon, je vais quand même le dire, mais au panel, on est tous des agronomes. Et en fait, on a toujours une vision que je pense assez du terrain, de la réalité. Mais c'est pas ça qui se produit. Dans l'huile de palme, on doit vraiment voir ça comme des schémas financiers avec des grands flux. Et je pense vraiment que les leviers, c'est pas nécessairement travailler avec le grand producteur ou l'industriel pour qu'il améliore sa production. Que moi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment à la marge. Moi, je pense que c'est vraiment allié sur des fondamentaux. Un des fondamentaux, c'est la production d'agrocarburants. Si cette production d'agrocarburants est arrêtée, mais je vous assure que les prix s'effondrent et je vous assure qu'il n'y a plus de déforestation à haute échelle parce qu'il n'y a simplement plus d'investissement. Alors vous allez dire, oh, c'est catastrophique pour les petits producteurs. Oh, oui, mais en même temps, c'est le monde dans lequel on est. Parce que les petits producteurs, ils se lancent dans cette plantation en espérant être attirés par le schéma. Mais en fait, si on n'a pas cette option-là, il trouvera peut-être une autre option. Et puis l'État doit aussi réarranger son système de production. Parce que le problème, c'est aussi le système agricole. Donc il y a ça. Il y a l'attirance des agrocarburants, qui, à mon avis, est le truc fondamental sur lequel il faut travailler. Et puis aussi sur le système agricole. C'est là-dessus qu'il faut travailler, pas sur nécessairement la filière. Ouais, merci beaucoup. Qui est d'ailleurs une politique de l'Union européenne, les agrocarburants. Oui, notamment. exactement. Ouais. Monsieur. Merci beaucoup. Mon nom c'est Jérôme Topa, je suis ivoirien, donc je travaille pour TFT depuis 2011. Donc on est en Côte d'Ivoire, on travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest. Donc Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, travaille avec Sam Dhabi, avec GVA, Golden Agri, etc. Nestlé aussi. Ce que je voudrais dire ici, en fait, quand j'entends aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu parler de protectionnisme, j'ai beaucoup entendu parler de santé des gens. Moi, je pense que santé des gens rime aussi avec santé du sol. Et aujourd'hui, quand on regarde l'utilisation aussi des pesticides, à outrance des pesticides, des intrants aujourd'hui sur les sols, on a des questions à se poser autant sur la santé de l'homme que sur la santé du sol. Parce qu'à la fin, il s'agit de la santé de notre globe, de la Terre. Ça, c'est la petite remarque que je voulais apporter. Le point le plus essentiel pour moi ici, c'est que je suis de la Côte d'Ivoire. Quand je regarde la productivité au niveau des plantations industrielles, ça tourne autour de 14, 16, 18 tonnes à l'hectare de fruits produits donc par an. Quand je regarde la productivité des petits planteurs, ça tourne autour de 6 tonnes à l'hectare de fruits par an. Vous voyez qu'il y a une énorme différence. Et ce que les petits producteurs font aujourd'hui pour produire justement beaucoup plus de graines, c'est de détruire plus de l'environnement, c'est de détruire plus la forêt. Et donc la conséquence, c'est qu'on continue de déforester alors qu'on aurait pu avoir une croissance verticale justement pour pouvoir atteindre la productivité industrielle aujourd'hui. Donc moi je crois à ce que M. Russat a dit. Il faut aujourd'hui certainement aller au-delà des relations État agro-industrielles, parce que c'est ce qui se passe malheureusement. Nos États vont aller chercher les gros investisseurs à l'extérieur parce que ces États ont besoin de se développer. Et on oublie souvent, vous allez voir des agréments de concession dans lesquels c'est écrit, en fait, la concession que vous avez de 300 000 hectares, c'est free of encumbrances. Ça veut dire qu'il n'y a personne là-dessus. Et la conséquence, c'est qu'on va détruire les forêts, on va détruire les communautés, les plantations des communautés locales. Et donc aujourd'hui, moi, je crois beaucoup aussi à ces petites relations. En fait, ça peut être la République de Genève avec des régions dans nos différents États pour justement participer à la croissance de la productivité, en fait, parce que nous tous, on se protégerait en ce moment, parce qu'on va protéger le climat. On va essayer de maintenir l'équilibre climatique, etc. Donc, moi, c'est pas une question, c'est juste une contribution pour qu'aujourd'hui, justement, on puisse inclure les petits producteurs, en fait, dans la chaîne des valeurs. Voilà, merci. Merci infiniment. Il y avait encore quelques mains, ou je me trompe? Il y en a encore une tout au fond, une devant, et après, on va boire un verre. Donc, tout au fond.
Oui, bonsoir. Je voulais juste faire une remarque par rapport au supposé idéal de nourrir la planète. C'est aussi verser des dividendes aux actionnaires. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Et puis, moi, je pose une question, peut-être, je n'ai pas très bien compris tout à l'heure, monsieur, mais par rapport à l'impact sur le transport, voilà, c'est ça, de toutes ces marchandises qui viennent de très loin. J'ai entendu récemment qu'un transporteur de containers pouvait polluer un porte-container géant, pouvait polluer jusqu'à 50 millions de voitures. Donc, il faut tenir compte aussi de ça, quoi. Je veux dire, de ce transport. Qu'est-ce qu'on peut en penser, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Est-ce que quelqu'un a une opinion sur le transport? Vous adressez la question à quelqu'un en particulier, monsieur, ou... La remarque, elle se faisait par rapport à nourrir la planète, voilà. Oui. Moi, Est-ce ça qu'il y me a fait quelqu'un qui peut rire. répondre sur cette question de transport? Ouais. Sur nourrir la planète, moi je pense que le défi est immense. On travaille en Inde. En Inde, le gouvernement subventionne l'huile de palme, l'importation d'huile de palme, pour pouvoir nourrir la population et avoir une source de graisse végétale. Il faut bien se dire ça. La Chine subventionne l'importation d'huile de palme. Donc il y a un déficit d'huile et un besoin d'huile accessible financièrement pour une masse de population qui ne veut que survivre et se nourrir. Les investisseurs, bien sûr qu'ils veulent des dividendes, mais les investisseurs, ils ne vont pas investir s'il n'y a pas une demande. Il est vrai que la demande est en partie soutenue par les agrocarburants, mais n'oublions pas qu'elle est aussi fortement soutenue par une demande alimentaire. Quand on parle de transport, idéalement, oui, on aurait chaque pays qui produit sa propre nourriture. Malheureusement, c'est pas ça. Je pense qu'on est allé trop loin certainement dans une mondialisation effrénée. On a aujourd'hui un gros problème. Toute l'huile de palme est produite en Indonésie et en Malaisie. Tout le soja est produit au Brésil. Tout le blé est produit en France et en Europe. Bien sûr, c'est lié aussi aux opportunités climatiques, mais cette extrême spécialisation des régions, c'est aussi une menace à mon avis. Ça coûte en termes de transport et c'est aussi un risque parce que si vous avez une sécheresse dans un coin du monde, bah, tout d'un coup les cours montent pour cette matière première parce qu'elle n'est produite que dans cette région. Donc je vous rejoins, c'est pas idéal, mais aujourd'hui on a un commerce international qui fonctionne comme ça. Valentina? Oui, pardon, après vous. Je voulais profiter en fait pour rebondir extrêmement rapidement sur 2 points. Le premier, c'était ce qu'on vient d'aborder, c'est que par rapport à nourrir la planète, il y a de nombreuses études de la FAO qui confirment aujourd'hui que 80% des denrées alimentaires sont produites par les petits paysans à travers la planète. Donc en fait, c'est une agriculture qui, malgré ce qu'on a pu entendre, est super efficiente parce que nourrir 80% de la population en détenant que 25% des terres au niveau mondial, eh ben, c'est quand même vachement efficace. C'est la première chose. Après, par rapport au challenge sur la question du colza, je trouve intéressant, c'est vrai que le colza, la culture du colza, elle n'est pas exempte de tout problème. Il y a des problèmes justement liés aux néonicotinoïdes, etc. Mais d'où l'intérêt justement de garder des politiques publiques au niveau régional et au niveau national et puis d'œuvrer pour une démocratisation de ces systèmes alimentaires. Parce que tant que nous pouvons produire en tout cas une part relativement importante, en Suisse, c'est à peu près 55% d'auto-approvisionnement, mais en tout cas une part de notre production, notamment alimentaire, au niveau local, on a encore un moyen d'agir en termes de population pour faire changer les pratiques agricoles, etc., pour être en contact avec les paysans. Quand vous importez l'essentiel de votre nourriture d'ailleurs, eh ben, vous n'avez plus mot à dire, d'où l'importance de cette production alimentaire locale. Merci beaucoup. Michael, vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Michael? Oui, merci. Juste pour répondre aussi à une partie de la réponse sur les transports. Et en ce qui concerne Givaudan, donc quand je disais Givaudan utilise 7000 tonnes de palme ou dérivés de palme par an, c'est pas à Genève. Hein. C'est-à-dire qu'on n'importe pas 7000 tonnes de palme en Suisse. Non, on produit dans la région pour la région. C'est-à-dire ce qui est produit en termes de parfums et d'arômes pour l'Europe est produit en Europe et idem en Asie, en Amérique latine et aux États-Unis. Donc ça, c'est une règle de base, c'est-à-dire qu'en fait, on produit quand même dans la région pour la région. Et puis ensuite, en termes de transport, il y a aussi une autre règle, c'est qu'il y a une séquence, c'est-à-dire il vaut mieux transporter par bateau, ensuite par route et ensuite par avion.
hein, rapporté à la tonne la quantité d'émissions de CO2 et à chaque fois un fois 10. Merci beaucoup. Encore une question tout devant et après. Oui, alors c'est pas vraiment une question, mais c'est pour apporter dans le débat. Je trouvais très intéressant votre point de vue tout à l'heure qui disait qu'on a vraiment besoin de cette huile de palme, il faut quand même en faire venir ici. Parce qu'en fait, je suis pas du tout d'accord. Je pense que, donc déjà, je rappelle qu'il y a une production mondiale qui est assez énorme. Hein. La FAO estime qu'on peut nourrir 12 milliards d'habitants sur la planète. On est 7 milliards, bientôt 8 milliards. Alors il y a besoin pour d'autres éléments que l'alimentation, l'agriculture sert à d'autres choses, pour produire des textiles, etc. Mais est-ce qu'en Europe, on a besoin d'huile de palme, sachant que l'Europe, en tout cas, pas la Suisse, parce que la Suisse, elle n'est pas autosuffisante, mais l'Europe est en surproduction de manière générale. Est-ce qu'on ne pourrait pas baisser cette production, passer à une agriculture biologique ou quelque chose d'agroécologique, produire ces huiles localement, ici, plutôt que d'importer de l'huile de palme qui vient d'Afrique ou d'ailleurs de Malaisie et d'Indonésie, comme vous le dites. Est-ce que c'est pas plus intéressant de faire ça sur place, outre les éléments, les facteurs intéressants de l'huile de palme pour l'agro-industrie, etc. Est-ce que c'est pas plus intelligent de le faire là? Et puis, justement, est-ce que, là, comme disait M. Boisdengue tout à l'heure, donc ça profite à l'agriculteur africain que nous, en Europe, on achète de l'huile de palme? Je ne suis pas tout à fait sûr. J'avais un point de vue d'un professeur qui disait que pour que l'Afrique se développe un jour, en fait, il faudra qu'on arrête les importations de plein de denrées, de plein d'éléments en Afrique, parce qu'en fait, on utilise l'Afrique un peu comme une colonie. Donc, on va produire des choses là-bas pour les ramener ici. En fait, le fric et tout ce qui se produit derrière les capitaux financiers reste en Europe, reste aux États-Unis, alors qu'on pourrait faire une agriculture vivrière en Afrique qui produirait de l'argent pour l'Afrique et pas pour l'Europe ou les États-Unis. Merci beaucoup pour cette remarque. Je passe la dernière parole au monsieur tout devant. Vous voulez répondre? Bon, encore une question après les réponses et après on conclut. Non, je n'ai pas de réponse. Enfin, ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une question. Mais je me rends simplement compte que, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, on a quelque part les mêmes préoccupations. C'est-à-dire qu'on a des problèmes de régulation. Si je vous ai bien entendu, il y a des problèmes de régulation. Si je prends le cas du Cameroun aujourd'hui, nous, on importe de l'huile de palme, comme la majorité des pays africains. On importe du CPO d'Asie, parce que la demande nationale, elle est plus élevée que la production. Mais dans le cas du Cameroun, ce n'est pas libre. On va faire le point 6 mois après, au mois de juin, pour savoir est-ce qu'on est bon dans la demande, et on va importer juste le delta dont on a besoin. Donc c'est comme ça un peu comme fonctionne. Mais quand je vous entends parler, je veux dire, on a les mêmes préoccupations pour ce qui concerne, par exemple, l'importation du blé au Cameroun pour produire du pain. Je veux dire, c'est les mêmes préoccupations. Je peux prendre ça dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez probablement un peu plus de moyens pour interdire l'importation d'huile de palme, peut-être ici en Suisse, mais probablement, nous, on n'a pas autant de moyens, je veux dire, d'un point de vue au niveau diplomatique, au niveau politique, d'interdire l'importation de blé. Je pourrais être plus long. Pour le moment, je m'arrête là. Mais je me rends compte, la solution n'est pas de boycotter l'importation des huiles. Je pense que ça répond à une demande. S'il faut parler de l'huile de palme, c'est comme l'a dit Pierre Boisdengue, l'huile de palme produite en Afrique, elle reste en Afrique, elle n'est pas exportée. Parce qu'aujourd'hui, on a un pays en Afrique qui s'appelle le Nigeria. Je dis, on va être 20-30 pays, on ne pourra pas alimenter la demande en huile de palme au Nigeria. Et ça va durer encore longtemps. Ça va encore durer longtemps. Et c'est 180 millions de personnes au Nigeria aujourd'hui. Et nous, on ne pourrait pas, au Cameroun, on est déficitaire, sur un certain nombre de pays, on est déficitaire. Donc,
Aujourd'hui, oui, il y a un besoin pour faire des agrocarburants et tout ça, mais l'industrie a tout aussi besoin pour produire enfin, des biscuits, des choses comme ça. Mais je dis, aujourd'hui, en refusant, enfin, je caricature un peu, mais vous refusez, derrière, il y a des petits producteurs, comme on l'a dit, qui sont... Aujourd'hui, on travaille sur la résilience parce que on a aussi constaté que produire que l'huile de palme, c'est périlleux à terme. Donc, on demande aujourd'hui, oui, vous pouvez faire de l'huile, mais vous pouvez aussi faire du cacao, mais un peu de tubercules à côté, pour justement se mettre à l'abri de tous ces changements qui pourraient intervenir. L'exemple qu'on a aujourd'hui, c'est un pays qui s'appelle l'Ouganda, où le gouvernement a mis en place des politiques, effectivement, pour pousser les producteurs à faire de l'huile de palme. Mais aujourd'hui, on est tout à fait d'accord avec le gouvernement ougandais qu'il faut déjà freiner ça et ouvrir par rapport à la résilience des planteurs, parce qu'on s'est rendu compte que les planteurs, ils gagnent de l'argent, mais cet argent est dépensé dans du vruvier qu'ils n'ont pas à côté. Merci beaucoup. Il y a juste 2 remarques et après on clôt parce qu'on a largement dépassé le temps. On peut finir là-dessus. Toi, tu voulais dire quelque chose, Denis, encore? Oui. On vit dans un monde globalisé, on pense un peu virtuellement qu'on peut tout faire, transporter des éléments. Il faut quand même voir un peu l'histoire de l'agriculture et on se voit que l'obsession de chaque pays, ça a été la sécurité alimentaire. Hein, ça, c'est vraiment un truc de base. Il y a eu des guerres, les Anglais, pourquoi la betterave a été développée? Parce qu'on ne parvenait plus à avoir la canne à sucre. Donc il faut même voir que tout d'un coup, dans les années 80, on s'est dit, oh, c'est pas grave, on va faire un monde un peu différent. Ben, c'est là-dessus qu'on va. Donc je pense que quand même, tant que tout va bien, plus ou moins politiquement, on se dit oui, c'est pas grave, on va améliorer les choses à la marge. Mais je pense que quand il y aura, et puis il y aura, parce qu'il y a eu des cycles de guerre qui sont assez récurrents tous les 60-70 ans, assez bizarrement, on l'a dépassé, mais dès qu'on arrivera à des tensions politiques plus sérieuses, je pense que les États remettront vraiment cette problématique de la sécurité alimentaire et ça va être pour nous une forme de protectionnisme. C'est pas vraiment parce que pourquoi? À la base, il faut nourrir sa population quand même. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier dans ces débats. Voilà. La crise alimentaire de 2008. Valentina, le mot de la fin, c'est ça? Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, c'est pas à moi de décider ça, c'est toi la modératrice, mais je voulais juste... Dernière intervention. Je voulais juste réagir à ce que vous venez de dire, monsieur. Quand on parle des importations ou de l'interdiction, quand on dit on ne veut pas l'accord de libre-échange avec la Malaisie, on ne dit pas qu'on veut plus d'huile de palme. En tout cas, ce n'est pas notre propos. On ne veut pas une entrée sans une éventuelle protection à la frontière. C'est ça qu'on ne veut pas. Et de la même manière, quand on est au sein de la Via Campesina, nous, on combat l'importation, les exportations subventionnées de blé vers certaines régions d'Afrique, parce que ça pose des problèmes aux cultures locales, au mil, au sorgho, etc., enfin, à tous les substituts locaux au blé. Donc c'est véritablement de se dire, nous avons, avec la souveraineté alimentaire, le droit, si nécessaire, de se protéger à la frontière, au besoin pour maintenir nos productions locales. Et 2, on doit renoncer aux subventions à l'exportation. C'est les 2 faces d'une même médaille. Oui, alors, le mot de la fin. Bon. L'accord, en ce moment, il est bloqué. Il n'y a pas de nouvelles. Le problème, et Schneider-Hammann... L'accord de libre-échange? Non, il n'est pas bloqué. Bon, il est suspendu pour l'instant. Non. L'accord avec la Malaisie, il est à 2 doigts d'aboutir. C'est l'accord avec l'Indonésie qui était bloqué et qui va reprendre. Parce que dans le commerce international, on ne parle pas que de l'huile de colza et de l'huile de palme. Il y a les montres suisses, le beurre suisse. Il y a énormément de choses qui nous font tous vivre ici. Il ne faut pas l'oublier. L'agriculture n'est pas séparée des autres secteurs de production. Je pense qu'on est d'accord sur la nécessité de diversité, mais il ne faut pas oublier ça non plus. Alors, moi, je vous remercie beaucoup pour ce débat passionnant, pour être resté si longtemps. Jusqu'à la fin, on avait des opinions différentes, on ne s'est pas mis d'accord, mais on a discuté et c'est ça qui compte. Je vous remercie beaucoup et je vous invite donc à passer à côté pour un petit rafraîchissement.